Nous sommes heureux ce soir de nous retrouver pour les Mardis des Bernardins avec un sujet de pleine actualité dont on a beaucoup parlé. Et je pense que nos téléspectateurs seront particulièrement attentifs ce soir puisqu'ils entendront Monsieur Jacques Périat, qui est ici présent, ancien président de l'Union du Grand Commerce en centre-ville, et Jean-Frédéric Poisson, député des Yvelines. L'un et l'autre exprimeront un avis différent, c'est l'objet de ce débat, c'est son intérêt. Et nous sommes d'ailleurs en pleine actualité, puisque ce jour même, et peut-être que M. Poisson pourra nous donner quelques précisions à cet égard, il a été annoncé que le débat qui était prévu sur le sujet à l'Assemblée nationale était ajourné sine die. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre par cette expression sine die? Est-ce qu'elle est de mon cru d'ailleurs, ou est-ce que simplement le débat est ajourné? Est-ce qu'il est ajourné sine die? Bon, peut-être d'ailleurs peut-il nous donner quelques précisions tout de suite là-dessus, puisque l'actualité nous presse. Bien, je pense que il y a d'abord un programme législatif à l'Assemblée nationale pour les semaines qui viennent qui est très fourni, puisque nous devons débattre dans un temps record de quelques textes très importants. La loi sur le logement portée par Madame Boutin, qui est sortie du Sénat, qui a des implications très importantes sur le plan de la relance économique dans notre pays. Le plan de relance, lancé par le chef de l'État, annoncé au mois de décembre et dont l'étude démarre demain. La révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, avec des modifications qui ne sont pas minces, et un débat qui sera certainement très très énergique. Il reste en suspens, si j'ose dire, la loi pénitentiaire. Nous attendons la loi hôpital, patient, santé, territoire, qui est la grande réforme de l'hôpital public que nous attendons depuis longtemps. Et il faut que la question de la réaffirmation du principe du repos dominical, puisque c'est ainsi que désormais s'appelle le texte, ou à peu près, trouve sa place. On peut comprendre que dans l'arbitrage qui a été annoncé ce matin, le texte sur le travail dominical ait été reporté. Compte tenu par ailleurs de ce que nous anticipons, nous autres députés de la majorité, du climat qui présidera au débat sur la réforme du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il est difficile de prévoir une date de fin. Donc je pense que ces deux raisons cumulées font qu'effectivement le texte aujourd'hui a été reporté sans que nous ne connaissions la date future du débat. Très bien. Alors, eh bien, entrons d'ores et déjà dans le vif du sujet avec M. Périat. Et il serait peut-être bon, au préalable, de nous dire pourquoi il y a un problème du travail le dimanche. Est-ce que c'est du seul fait de la volonté du président de la République que cette réforme a été lancée, que ce projet a été lancé? Est-ce que le problème se pose, indépendamment, de toute volonté, de tout projet de la part du président de la République? Ce serait peut-être la première question. Et une seconde lui est liée. Est liée à la première, c'est de savoir quelle est l'intention du président de la République. Est-ce que ouvrir, plus largement le commerce le dimanche participe-t-elle d'une intention économique, travailler plus pour gagner plus, selon le fameux slogan de la campagne présidentielle? Est-ce que ce projet du travail le dimanche s'inscrit dans dans cette perspective économique globale? Alors, je me permets de vous poser la question. Alors, d'abord, je ne vous dirai pas les intentions du président de la République parce que je ne les connais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que le problème se pose depuis longtemps, bien avant l'élection de Nicolas Sarkozy. Moi, j'ai essayé, en vous écoutant, Monsieur Leclerc, de me remémorer les choses. J'ai été entendu par le Conseil économique et social là-dessus pour la première fois il y a plus de 10 ans. Donc la question se posait. Le Conseil économique en a débattu plus récemment deux fois dans les années, elles aussi, antérieures à l'élection. Pourquoi est-ce que c'est un sujet? C'est un sujet parce que la loi sur laquelle nous nous fondons, globalement, date de 1904. C'est l'époque où naît le droit du travail, et le droit du travail intègre une des grandes traditions chrétiennes de la France, bien que ce soit une période, comme vous le savez, plutôt portée à la laïcité, et dit le repos
dominical est une obligation inscrite dans la loi au titre du Code du travail. Bien. Depuis lors, il est apparu, et dès l'origine d'ailleurs, c'était apparu, une multitude de secteurs où il fallait faire autrement. Donc on a créé des exceptions. Alors ces exceptions se sont multipliées au fil du temps. Il y en a aujourd'hui 183. Alors évidemment, ces 183 exceptions aboutissent à un résultat qui est à peu près inextricable. Personne n'est tout à fait sûr de bien faire. Je vous racontais une histoire. Les grands magasins parisiens, depuis 1904, ouvraient, et ils ouvraient chacun, ils avaient droit à 5, comme tout le monde, 5 dérogations par an. Ils les demandaient, chacun gérait sa politique commerciale. 1904. 100 ans après, la Cour administrative d'appel a estimé qu'on avait mal interprété la volonté du législateur, l'intention du législateur, et par conséquent les a obligés à ouvrir ensemble. Comment peut-on faire croire que des magistrats, si éminents fussent-ils, aient pu discerner un siècle après, je le dis devant un élu du peuple, l'intention cachée du législateur? Donc il y avait une multitude de sujets qui se posaient, et puis ce qui faisait éclater le caractère absurde de la situation, c'est qu'il y avait des commerçants qui illégalement ouvraient, qui n'étaient pas punis et qui gagnaient plus d'argent que ceux qui essayaient de respecter la loi. Alors ça, au sein du milieu du commerce, c'était très mal apprécié, bien entendu. Voilà, schématiquement et de façon un peu désordonnée, les raisons pour lesquelles le problème devait se poser quand même. Et quand le président Sarkozy a manifesté son intention de changer les choses, vous l'avez approuvé, mais vous l'avez approuvé, je dirais, avec quel objectif précis? L'objectif que j'avais, c'est un mot excessif, l'objectif que nous avions, moi je n'existe pas en tant que tel, j'existais au nom de mes mandants, cet objectif c'était de développer l'offre, car le commerce, c'est pas une économie de la demande, de notre point de vue, c'est une économie de l'offre. Et nous avons considéré que les mœurs avaient changé et qu'il y avait des secteurs où il fallait élargir les possibilités d'ouverture des magasins le dimanche. Mais là, vous pouvez chercher, à aucun moment, aucun d'entre nous n'a dit que le dimanche n'était plus un jour de repos obligatoire. Donc c'est pas la même chose. Alors parce que tout de suite un grand débat a surgi et il a été singulièrement vif. D'abord, je dirais avec l'opposition et des principes de philosophie sociale qui dépassaient d'ailleurs le cadre religieux du repos dominical ont été lancés et on s'est aperçu très vite qu'il n'y avait pas consensus au sein de la majorité. Et qu'un certain nombre, pas du tout négligeable, je crois une cinquantaine de députés de la majorité avaient manifesté son opposition à cette réforme. Alors, Monsieur Poisson, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette opposition et pourquoi vous-même, qui faites partie de la majorité, avez décidé d'exprimer votre désaccord? Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est vrai, M. Périel rappelait à l'instant, le Code du travail est très clair. Il y a un article 31-32-1 qui dit la chose suivante, et on aime bien les lois qui sont formulées de manière simple et lapidaire comme celle-là. C'était le bon temps, comme vous dites, Monsieur le Président. Le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Point. Principe qui a 102 ans ou 104 ans, ça dépend si on situe l'origine ou le vote, peu importe, et sur lequel est fondé l'organisation de notre société, non pas seulement depuis un siècle, mais depuis beaucoup plus qu'un siècle. Et cette organisation est fondée sur ce principe, pas seulement pour des raisons religieuses, mais parce que, pour que la société et les personnes humaines respirent, pour qu'elles ne soient pas sans cesse déterminées par la production de richesses, un objectif à atteindre, une chose à faire, eh bien, il faut des temps de respiration. Et ce temps de respiration, le législateur de l'époque, récupérant à son compte, si j'ose dire, et à peu de frais, une tradition séculaire de notre pays, a considéré que la sagesse était de continuer ce qui se faisait depuis très longtemps, quels que fussent les motifs par ailleurs, et donc il a instauré le repos dominical, enfin le repos hebdomadaire, pardon, le dimanche, sans aucune espèce d'altération, ni de tolérance, ni quoi que ce soit. C'est vrai, les habitudes ont changé.
C'est vrai que, le monde se complexifie. C'est vrai qu'il y a dans ce pays aujourd'hui 8 millions de salariés, entre 7 et 8, on ne sait pas très bien compter avec précision, qui travaillent ponctuellement le dimanche. Un peu moins de la moitié d'entre eux, entre 3,5 millions et 4, qui travaillent régulièrement le dimanche. Certains d'ailleurs, peu nombreux, mais ils existent, travaillent quasiment tous les dimanches. Donc c'est vrai que la réalité sociologique ne peut pas être considérée comme la même que celle d'il y a 100 ans. Néanmoins, même s'il y a beaucoup de changements, même si je comprends les préoccupations des commerçants qui consistent à dire que finalement, à partir du moment où on ouvre plus, on fait davantage d'affaires, de la même manière que c'est vrai aussi du point de vue de l'espace, à partir du moment où ils ont plus de mètres carrés, ils vendent davantage. Alors il y a une espèce de mystère, moi qui ne suis pas du métier, je le constate, je ne le comprends pas, mais c'est un constat d'évidence. Les commerçants fonctionnent avec de l'espace et du temps, plus ils ont d'espace et plus ils ont de temps, et plus ils font de chiffre d'affaires. Très bien, prenons ça en compte. Est-ce que pour autant ça doit remettre en cause le principe du repos dominical? Non. Est-ce que les dérogations qui ont été apportées à ce principe par des arrêtés préfectoraux, comme le droit administratif, en autorisent le principe? Donc est-ce que ces dérogations, sont illégales? Non, elles ne le sont pas, dans la forme du moins, mais la matière dit que, c'est en tout cas un jugement quasiment constant des tribunaux administratifs, dans beaucoup d'endroits où cette autorisation d'ouvrir le dimanche, au-delà du principe fixé par la loi, a été donnée par le préfet, eh bien la décision, l'autorisation du préfet est cassée devant le tribunal administratif. Et les commerçants qui ont ouvert se retrouvent condamnés par les tribunaux à des régimes d'astreinte extrêmement lourds, insupportables pour eux. Donc il faut régler cette situation. Mais, pour autant, on doit maintenir et renforcer le principe du repos dominical. On doit faire en sorte que cette généralisation du travail dominical que j'ai crainte, et que je continue de craindre parce que je sais ce que c'est que la force du marché aussi, mais malgré les bonnes volontés des résistances. Et c'est là un point sur lequel je pense qu'il peut y avoir un débat. Je n'ai jamais mis en cause la volonté et l'intention ni du chef de l'État, ni de mon collègue Richard Mallier, ni de quiconque qui a porté ce projet de loi, mais au-delà de l'intention, il y a les conséquences. Et même si les conséquences sont involontaires, ma mission de législateur consiste à étudier les choses, non pas simplement de l'intention de ceux qui portent les projets, mais en essayant d'imaginer avec toute l'incertitude qu'il peut y avoir dans un exercice pareil, ce que peuvent être les conséquences des textes qu'on vote. Et nous avons considéré, effectivement, entre 50 et 60 d'entre nous, une soixantaine, à la fin du compte, notamment en publiant 2 tribunes chez vos confrères de la presse écrite, que, effectivement, il y avait des raisons qui étaient d'ordre sociétal, purement et simplement, sur ce repos dominical en tant que tel, et il y avait également des raisons d'ordre socio-économique, qui touchaient plutôt à la nécessité d'équilibrer la force du marché, en une période précisément où les événements mondiaux nous apprennent que finalement cette limitation ne serait sans doute pas complètement inutile, jusque dans les dispositions qu'on pourrait prendre dans la loi française. Bien. Et Monsieur Périguin, comment avez-vous reçu ces objections? Est-ce que vous les comprenez? Est-ce que vous les entendez? Est-ce qu'elles vous paraissent légitimes? Les objections me paraissent tout à fait légitimes. Moi, je me suis toujours placé d'un point de vue économique, pas d'un point de vue philosophique, et également d'un point de vue social. Un point de vue social, c'est pas parce que on est gentil, c'est simplement parce que les gens pour qui je travaillais ont de grandes entités. Vous imaginez bien qu'un magasin comme un des 2 grands magasins d'Haussmann il y a 5000 personnes qui travaillent dans chacun d'eux. Quand vous avez 5000 personnes dans le même local, vous avez forcément une vie syndicale. Quand vous avez une vie syndicale, vous avez forcément des négociations et par conséquent, vous ne pouvez pas faire semblant d'oublier ça ou alors vous allez dans le mur. D'ailleurs, c'est pour ça que dans ces entités, le principe du salaire double pour le dimanche est évidemment acté depuis longtemps. Alors, mais nous nous plaçons d'un point de vue économique. Comme je le disais, le commerce est une économie de l'offre. Et il y a des cas, il y a des zones où vendre le dimanche est quelque chose d'extrêmement profitable. Je vais prendre l'exemple des Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, c'est une zone où le dimanche, le reste de la semaine aussi, mais le dimanche, vous avez une foule de touristes. Ces touristes, toutes les enquêtes, notamment de l'Office du tourisme de Paris, l'ont bien montré, ces touristes considèrent que acheter, faire du shopping, c'est une des activités naturelles de leur voyage à Paris. Et par conséquent, ils sont très étonnés de ne pas pouvoir
acheter ce qu'ils veulent. Vous savez qu'à Paris, une loi beaucoup plus récente, elle est de 93, explique que dans les zones touristiques, explique que on ne peut acheter des objets que s'ils ont un caractère culturel, sportif ou de loisir. La plaisanterie consiste à dire, si vous vendez des t-shirts avec marqué dessus la Tour Eiffel, c'est un objet manifestement fait pour les touristes. Vous pouvez. Et si vous vendez un t-shirt sans rien, vous n'avez pas le droit parce que c'est un vêtement. On est donc dans l'absurdité. Et on a le sentiment de perdre des clients. Il y a d'ailleurs un exemple tout à fait frappant. Une très grande société qui est LVMH, qui est propriétaire de Louis Vuitton aux Champs-Élysées, a décidé d'ouvrir le dimanche, se l'est vu interdire, et a donc décidé de créer un espace culturel dans le bâtiment d'LVMH, espace culturel qui est petit par rapport au reste du bâtiment. Je suis pas en train de vous raconter des histoires, de telle sorte qu'il puisse ouvrir. Donc on est dans un niveau assez ridicule de ruse. Et il est bien clair que si vous allez au magasin Louis Vuitton, vous allez voir des touristes faire la queue. Il faut savoir qu'on a les gestionnaires ont dû cantonner les gens à un achat maximum. Vous arrivez du Japon, vous n'avez pas le droit d'acheter plus de 3 sacs Vuitton pour éviter que vous alliez les revendre après. Donc, en ne leur vendant pas ça, écoutez, la société perd de l'argent. Ça se répercute probablement sur son chiffre d'affaires, sur la TVA que l'État perçoit, sur les salaires, etc. Voilà. Alors justement, la question que j'ai envie de vous poser, en vous écoutant d'ailleurs, est de savoir si cette réforme de la législation sur le dimanche, c'est une façon de répondre à des dysfonctionnements, voire à des absurdités, où il y a quand même, je dirais, un objectif économique qui est quand même important. Ah oui, tout à fait. Il y a un objectif économique qui, pour nous, est important. Nous, les commerçants ne sont pas, ou ne doivent pas être, en tout cas, des gens animés d'autres intentions. Ils sont là, soyons clairs, pour faire du business. Pour un commerçant, c'est un individu ou une société qui veut gagner de l'argent. Et donc, on considère qu'il y a là une opportunité. Mais ne vous méprenez pas. Cette opportunité n'existe sûrement pas partout. Pour parler d'un autre parlementaire qui n'est pas là, mais que vous connaissez et que je connais très bien depuis très longtemps, Marc Le Fur, qui a co-signé avec vous, vous avez été les premiers à co-signer cette pétition. Je disais à Marc, j'ai du mal à croire que dans votre circonscription, où j'ai mis les pieds quand même dans la vie, j'ai du mal à croire qu'il y a un endroit où on puisse gagner sa vie en ouvrant le dimanche. Je ne le crois pas. C'est une zone, on va dire, semi-rurale. Il n'y a probablement aucune raison de faire quoi que ce soit. Je pense que c'est un problème qui se pose dans les grandes villes, véritablement dans les grandes villes, dans des zones où les horaires de vie ne sont pas les mêmes et où, par conséquent, le besoin de faire quelque chose le dimanche peut se révéler utile. Je vous disais ça aussi à dessein parce qu'on a quand même entendu dans la bouche du président ou de ses collaborateurs, qui avaient là un objectif économique important. Il s'agissait de gagner des points de croissance et ça s'inscrivait donc dans une logique générale. Et je pense que ce point de vue a été aussi pour beaucoup dans l'emballement du débat. On s'est dit, mais dans cette perspective, jusqu'où allons-nous aller ? Qu'est-ce que vous en pensez, M. Boisson ? C'est-à-dire que à chaque fois qu'il s'agit de prédire de manière certaine et exacte le nombre de décimales de points de croissance que telle ou telle mesure sera susceptible de rapporter, j'aime autant vous dire que on est quelque part entre la boule de cristal et le vol des oiseaux, si vous voulez, au mieux. Je suis incapable de dire, et personne n'est capable de le faire, quelle richesse pourrait effectivement produire le fait d'ouvrir partiellement, totalement, une fois sur deux, enfin le dimanche d'abord. Qui ouvre, pourquoi faire, avec combien de salariés. Enfin, il y a des tas de circonstances qui font que, c'est absolument. Ça ne peut pas être prédit ni annoncé, et à mon avis, toute annonce dans ce sens est extrêmement hasardeuse et ne dépasse pas, de mon point de vue, l'effet d'annonce. D'ailleurs, il y a des chiffres qui ont été annoncés, alors ça va de 0,2 à 3 points, vous voyez que la fourchette est quand même très large. 3 points de croissance, c'est beaucoup quand même. Voilà. À soi seul, je bénis les commerçants. S'ils y arrivent à eux tout seuls, il faut peut-être se dépêcher d'ouvrir de manière limitée, Monsieur le Président, mais on va y réfléchir au moins pour 6 mois. Ça fera toujours 1,5 points. Et puis, avec ça, on pourra passer Noël. Mais plus sérieusement,
je pense que on mesure en entendant le président Périlla toute la difficulté au fond du sujet. Et d'une certaine manière, la complexité à laquelle se trouve, enfin face à laquelle se trouve le parlementaire, d'ailleurs c'est vrai aussi pour les organisations professionnelles, qui doivent tenir en même temps plusieurs types d'équilibres, pour peu qu'ils y soient attachés. Le premier équilibre, c'est que, comme nous le disions tout à l'heure, et j'en suis d'accord avec M. Périlla, il y a des entreprises qui sont à la merci d'un recours devant le tribunal administratif pour avoir eu le seul tort de faire confiance à une décision du préfet. Elles ont demandé l'autorisation au préfet d'ouvrir le dimanche. Le préfet a accordé cette autorisation. Ces directeurs d'entreprise ont fait les choses comme il convenait du point de vue social vis-à-vis de leurs salariés, leur ont demandé dans les instances représentatives du personnel l'autorisation ou la possibilité d'ouvrir, les ont écoutés en matière de besoins de rémunération, les ont rémunérés de manière satisfaisante, ont fait bénéficier l'ensemble du personnel des dispositions et des richesses issues du travail dominical, même ceux qui ne travaillaient pas le dimanche. J'ai 2 exemples en tête très immédiats. Et ces gens-là qui ont tout fait, et sur le plan administratif, et sur le plan social, et aussi dans le cadre de la prudence économique, qui est la vertu propre du chef d'entreprise, se retrouvent, par la faute d'un syndicat, qui peut par ailleurs être considéré comme faisant son travail de syndicat, après tout, il n'y a pas personne à tort dans cette affaire, se retrouvent menacés d'une astreinte, je le disais tout à l'heure, de plusieurs dizaines de milliers d'euros par dimanche d'ouverture, autrement dit, ça veut dire qu'ils ferment, sinon il n'y a plus d'autres solutions, simplement parce qu'ils ont écouté l'avis du préfet. Le préfet avait raison de donner l'avis, sans doute. Le patron avait raison de faire comme il a fait, les salariés avaient raison, et le syndicat a raison d'attaquer, le juge a raison de décider ce qu'il décide. Alors, dans une affaire où personne n'a tort, c'est pas facile de savoir exactement quel contre-pied prendre pour savoir où est la bonne direction, premièrement. Deuxièmement, sur le plan économique, je ne sais pas dire, encore une fois, j'y reviens, c'était votre question d'origine, je ne sais pas dire quels sont les effets d'une ouverture dominicale, en admettant qu'on en fixe l'éventail de manière précise, sur la richesse créée. Je ne sais pas dire non plus quels seraient les effets d'une ouverture dominicale, plus large cette fois-ci, sur la richesse à dépenser. Parce que j'imagine très bien qu'à tout cela, il peut y avoir un coût social, un coût humain, un coût associatif, un coût d'utilisation des services publics. Je cite simplement pour mémoire les crèches et les forces de l'ordre, et puis je m'arrête là. On sait bien ce que les centres commerciaux, les galeries commerciales en périphérie ou en centre-ville peuvent mobiliser comme d'astreinte de pompiers, de policiers, gendarmes, etc. Enfin, tout ça a des conséquences et ça vient accroître la dépense publique et donc manger une partie de la richesse produite d'une certaine manière. Donc on n'est pas dans une richesse nette créée, jamais. Ça n'existe pas d'ailleurs en économie. La richesse créée nette toute seule, il y a des dépenses en face pour la créer, cette richesse. Donc il faut aussi tempérer l'enthousiasme. Et puis troisièmement, il reste que cette absurdité dont parle le président Périlla, bien sûr que le législateur que je suis ne peut pas y être complètement insensible, ça va sans dire. Je le disais tout à l'heure. Si un syndicaliste à Rouen se lève d'un mauvais pied le matin et considère que son collègue de plan de campagne, qui a pourtant signé l'accord d'entreprise, je vous rassure, parce que ce sont les mêmes syndicats qui signent les accords des entreprises que les centrales qui attaquent depuis Paris les dérogations. Enfin, tout ça est très partagé. Le syndicaliste se lève de mauvaise humeur et puis décide d'attaquer. Cette instabilité pour les entreprises et pour les salariés n'est pas raisonnable. L'absurdité que décrivait M. Périlla il y a quelques instants selon que vous êtes sur un trottoir ou sur l'autre, vous ouvrez pas. Selon que vous mettiez des dessins sur les t-shirts ou non, vous ouvrez ou vous n'ouvrez pas. C'est débile. Ça n'a aucun sens. Et puis troisièmement, il y a de fait des zones touristiques qui, évidemment, n'ont pas pu être prévues par la loi de 1906. Et pour cause, la notion de tourisme en 1906, on est 30 ans avant les congés payés, je le rappelle, est quand même quelque chose de tout à fait limité. Bon. Il n'y a même pas, à part les grands voyageurs, les poètes et les aventuriers, il n'y a pas beaucoup de tourisme dans ces périodes-là. Donc la loi ne peut pas prévoir cette... Donc qu'elle la prévoit? Qu'on règle ces situations qui sont instables pour les entreprises et pour les salariés. Qu'on règle ces situations qui sont absurdes et qui soumettent à des régimes différents des gens qui finalement font exactement le même métier, sauf qu'il y a un stick en plus sur le t-shirt où il n'y a pas de stick. Et qu'on règle la question des zones touristiques. Et quand on a fait ça, on s'arrête là. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on répond aux différentes exigences de tous les gens qui sont concernés, et il y en a, et elles sont légitimes. On répond à la stabilité, aux exigences de stabilité économique pour les entreprises qui sont concernées, et c'est très bien. Et puis on permet aux zones touristiques d'avoir un développement, une activité normale, parce que dans ce pays qui reçoit plus de touristes par an qu'il ne contient d'habitants, c'est idiot de ne pas bénéficier à plein, après tout, de la création de richesses. Et j'ajoute, et c'est un dernier point, parce que il y a aussi des zones qui sont concernées par cet aspect, il y a la question des zones frontalières.
vous avez aujourd'hui, pas toutes les frontières, Dieu merci, mais les frontières italiennes, pas mal, les frontières espagnoles, un peu, la frontière belge, alors beaucoup, où effectivement, il suffit de traverser la frontière à quelques minutes de Lille ou de la grande agglomération lilloise. D'ailleurs, c'est vrai aussi à Dunkerque, c'est pas vrai, c'est vrai dans tout le département du Nord, pour aller payer l'essence, le chocolat et le tabac. Et moi, qui suis un grand consommateur des trois pour des raisons diverses, je le sais bien, beaucoup moins cher que quand vous le payez en France, sans parler des voitures, des meubles et tout le reste. Donc, il faut régler tout ça. Mais la question donc ne porte pas sur le point de savoir s'il faut régler ou non. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut régler. Le problème, c'est comment. Et dans le texte initial qui nous a été proposé, il y avait les dispositions suivantes. On expérimente pendant 5 ans dans les Bouches-du-Rhône et en Île-de-France, parce que effectivement c'est un problème qui concerne un peu plus, pas exclusivement, mais un peu plus, les zones urbaines que les zones rurales. Et au bout de 5 ans d'expérimentation, on voit si on généralise. Alors, moi, je ne suis pas un vieux parlementaire, mais j'ai lu les livres, et puis j'ai réfléchi un petit peu quand même. Quand on commence à nous dire on voit si on généralise, ça veut dire on généralisera. Et puis c'est tout, parce qu'il y a des... voilà. Après, donc on a dit ça c'est pas possible, ça veut dire que c'est exactement pas ce qu'on a dit tout à l'heure. Ou bien on règle les situations existantes, ou bien on généralise. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Et malheureusement, j'ai considéré depuis le début qu'il n'y avait pas de position intermédiaire. Parce que il y a un effet de contamination. Et c'est là, je reviens sur le débat philosophique, je comprends que, ça puisse être, un peu sur le bord des préoccupations des commerçants, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon ils feraient moins de commerce. Donc pour notre vie quotidienne aussi, c'est important. Mais quand même, la question qui est posée aux législateurs dans cette affaire, c'est comment est-ce que ce marché-là, comment est-ce que cette pression-là du marché économique, je vais employer un gros mot, tant pis, on n'est pas sur une chaîne où on devrait pourtant, mais comment est-ce que le libéralisme dans cette affaire, mauvaise manière si j'ose dire, celui qui n'accepte que peu de brides, comment peut-il ne pas rentrer dans cette bergerie-là comme un loup? C'est ça la question qui nous était posée. Et de sorte que c'est vrai que les débats ont été très vifs. Nous avons considéré qu'il fallait les porter sur la place publique parce que il arrive un moment où il faut pouvoir se faire entendre, et la meilleure manière de se faire entendre... dans le monde moderne est double. La première, c'est de suivre la recommandation du Petit Prince, c'est-à-dire qu'il faut porter une robe. Et la deuxième, c'est d'aller devant les médias, parce que c'est là que ça se passe. Et donc nous avons fait les deux, c'est-à-dire on nous a pris notre robe de député, et nous sommes allés parler à la presse en leur disant voilà ce qu'on en pense. Et ben voilà, on a été entendus un peu comme ça, et voilà. Et à ce point-là, j'ai envie de demander à M. Périlla, est-ce qu'il y a un vrai désaccord entre vous sur ce point? Bon, je pense que nous avons un terrain commun, c'est l'idée que le dimanche ne doit pas être un jour banalisé du point de vue du droit du travail. Deuxièmement, qu'il faut aménager un process autour de cela pour qu'il soit compatible avec la vie d'aujourd'hui. Donc, vous avez évoqué quelque chose qui est une espèce de peignage du texte. Pour vous raconter une histoire très simple, en 1936, on dit que les magasins alimentaires pourront ouvrir le dimanche matin. Et comme à l'époque on déjeunait à midi, on s'arrête à midi, et aujourd'hui on voudrait déjeuner à 13h. Donc il faudrait que les magasins soient ouverts. Bien. Comment voulez-vous que ceci soit possible, puisque la loi ne le permet pas? Il faut donc peigner la loi. Premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, faut-il aller beaucoup plus loin? Personne, à ma connaissance, en France, n'a évoqué l'idée d'une généralisation du dispositif à l'anglaise. Les Anglais sont passés de Sunday closed à dimanche ouvert. Bon, pourquoi pas? En tout cas, j'observe, alors là c'est de la politique, mais pas à votre égard, j'observe que ni Tony Blair ni Gordon Brown n'ont été gênés par cette modification, alors qu'en France, ils... Voilà. Et nous sommes débrouillés à partir d'éléments relativement concrets sur lesquels vous voyez bien qu'une entente serait possible. Alors le génie français étant ce qu'il est, nous nous sommes débrouillés pour organiser une véritable guerre de religion. Je pense que dans les lieux où il faut dire des choses pareilles. Et donc c'est devenu un sujet absurdement compliqué, absurdement passionnel, alors que encore une fois, c'est un sujet économique. Et un sujet économique, je suis d'accord avec vous, qui est un sujet à dimension limitée. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de commerces qui n'ont pas intérêt à ouvrir le dimanche et que la plupart des commerces n'ont pas intérêt à ouvrir tous les dimanches. Voilà. Donc on arrive à se battre même quand on pourrait faire autrement.
c'est bien, mais ça complique un peu la vie. Alors en tout cas, ce que je vois, c'est qu'effectivement, le texte est reporté et que nous nous trouvons donc dans une situation où on va attendre encore longtemps. Je pense quand même qu'il y a là quelque chose de négatif. Alors, je n'accuse pas le député qui est là, bien entendu, mais l'incapacité à se mettre d'accord est grave à ce niveau. Et alors pour vous montrer mes bonnes intentions, je vais reprendre une phrase de Bernard Accoyer, président de l'Assemblée nationale, qui a quand même dit très clairement « ce texte a été très mal géré ». Alors je le pense profondément. Alors il faudrait maintenant peut-être essayer de bien le gérer, si c'est possible. J'ai essayé de le dire à Richard Mallier plusieurs fois. C'est un échec total. Voilà. Alors, je vous entends bien l'un et l'autre, et j'ai le sentiment, effectivement, qu'on pourrait arriver à un accord, je dirais, pragmatique. Mais il se trouve quand même que ce débat engage aussi des questions supérieures, je dirais des questions de société. On s'en est bien aperçu au Parlement même, avec parfois des débats assez vifs entre oppositions. Et puis même, je dirais, sur le terrain, ça m'est un peu difficile de parler d'un fait précis parce que les intéressés ne sont pas là, mais quand même un de vos collègues, cher monsieur le député, qui n'est pas de votre département, a eu une polémique avec le clergé du secteur de Châtenay-Malabry, et ça tenait quand même à une, je dirais, à une différence philosophique grave, parce qu'on sentait que d'un côté il y avait une sorte de volonté de remettre en cause, je dirais, ce socle quasiment anthropologique du repos dominical, et du coup les prêtres de cette circonscription se sont en quelque sorte mobilisés pour écrire à monsieur Devedjian, il faut bien que je dise de qui il s'agit, qui est devenu ministre depuis, lors des accords. Monsieur Devedjian a d'ailleurs répondu, mais c'est quand même la preuve qu'il y a des choses graves qui étaient engagées dans cette affaire. D'abord, je comprends la réaction du clergé. Je comprends parfaitement qu'il y ait des motifs religieux. C'est certainement pas moi pour un certain nombre de raisons qui vont dire le contraire. Mais je pense en même temps que le motif religieux n'est pas le premier. Parce que j'observe que les chrétiens ont avalé depuis 9 ans maintenant, quasiment, toutes les modifications de la société. Ils avaleront celle-là comme ils ont avalé les autres. Et je dis avaler au sens de digérer. C'est-à-dire ils ont fini par faire leur miel. Parce que la mission de l'Église je m'aventure pas, d'ailleurs j'y suis. La mission de l'Église, elle est très claire aussi, elle consiste à nourrir le monde à partir de ce que le monde lui donne. Et donc, elle fera son affaire de cette ouverture-là, comme les chrétiens des pays du Moyen-Orient, d'Amérique du Nord, etc. le font et depuis des lustres. Donc, je vois pas de... Autant je comprends la préoccupation du clergé qui est réelle, et c'est bien normal qu'il défende aussi le caractère sacré du dimanche, autant le législateur que je suis entend cette préoccupation, la prend en compte, mais n'en fait pas le premier motif de sa réflexion. Deuxièmement, je ne crois pas non plus que quiconque ait voulu faire en sorte que le dimanche devienne un jour banalisé. Mais ce que je vois, c'est que parmi les gens qui ont porté ce texte et qui ont défendu le principe d'une ouverture dominicale, certains n'ont aucune espèce de point de vue sur la question de savoir s'il est important ou non que le dimanche ne soit pas banalisé. Je discutais encore avec 2-3 de mes collègues à midi qui s'en contrefichent, pour être poli, parce que ce n'est pas leur préoccupation, ce qui est leur droit. Et un autre ensemble de collègues qui ne voient pas, n'analysent pas les choses comme nous les avons nous regardées, c'est-à-dire sans accuser quiconque d'une mauvaise intention en la matière, en tout cas avec le souci, c'était notre regard, de regarder les choses, encore une fois, dans leurs conséquences. Troisièmement, la différence philosophique de fond et de principe, elle porte sur la nature de la loi, au fond, bien plus que sur son contenu. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que on dit la loi s'applique à tous. Ce qui veut dire que, ça veut dire 2 choses. La première, c'est que la loi s'applique à tous ceux qui sont dans la situation que décrit la loi. Et il y a une deuxième lecture au niveau supérieur qui consiste à dire le lien social que décrit cette loi, lui, vaut pour les gens, même quand ils ne sont pas concernés par la loi. Et je suis en train d'évoquer ici, non pas simplement le contenu de la loi comme tel, mais son aspect symbolique.
il y a dans toute loi un discours sur le lien que cette loi favorise entre les personnes ou le lien qu'elle ne favorise pas. C'est particulièrement vrai dans certains domaines. Tout le droit social repose sur cette affaire, une bonne partie du Code civil et évidemment le Code de la santé publique et tout particulièrement les lois de bioéthique. À partir du moment où on met la personne humaine en situation, où on légifère sur la personne humaine en situation, on porte un message sur l'ensemble des personnes, même si elles ne sont pas concernées par la situation et décrit la loi. Il n'y a pas de texte de loi qui ne soit que technique, ça n'existe pas. C'est la différence entre la notice d'utilisation de votre hachoir électrique à persil, ça c'est un texte technique, il ne va pas au-delà de l'utilisation, mais dès que c'est la loi, eh bien il y a une portée symbolique. Nous avons, nous, interrogé cette portée symbolique, parce que nous avons considéré que c'était la responsabilité du législateur. Même si cette loi n'a que pour intention, et je mets tous les guillemets du monde, et j'accepte volontiers que ça ne soit que cette intention-là, n'a pour intention que de régler des situations existantes, en réglant ces situations existantes, parce que nous sommes sur la situation des hommes, au fond, comme à chaque fois qu'on vote une loi, eh bien, on donne aussi un message à tout le monde. Et quel est ce message? Sinon que, effectivement, on accepte, par la loi, en mobilisant le législateur, l'ensemble de la chaîne de décision des pouvoirs publics, jusque dans la loi, on accepte par la loi qu'effectivement, le dimanche ne soit plus le jour auquel le repos hebdomadaire est donné, car l'article 31-32-1 existe toujours aujourd'hui. Alors que l'avantage, entre guillemets, de la situation des dérogations préfectorales, c'était que la dérogation préfectorale est d'ordre réglementaire. C'est l'État qui dit voilà comment on peut éventuellement envisager de lire la loi. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aussi ces dérogations ont été attaquées. Quatrièmement, il y a quand même un aspect qu'on a oublié dans notre conversation depuis le début, c'est les salariés. Parce que les commerces ouvrent, je suis évidemment favorable, je vous l'ai dit, qu'on trouve toutes les solutions pour régler les situations qui sont bancales, parfait. Il y a quand même deux types de commerces. Il y a ceux dans lesquels l'artisan ou le commerçant travaille tout seul. Il y en a beaucoup. Mais il y a aussi la cohorte de commerces qui ont besoin que les salariés soient présents pour ouvrir le magasin, le nettoyer, le fermer, enfin le fermer d'abord puis le nettoyer après, y compris le dimanche. Et là, indépendamment du point de savoir ce que pensent les 4 millions de travailleurs réguliers du dimanche, de leur travail du dimanche, parce que ça, évidemment, personne ne peut le faire sinon par une approximation très grossière, que sont les enquêtes d'opinion. Ces enquêtes d'opinion, premièrement, elles disent que vous êtes d'accord pour consommer le dimanche à 2/3, mais vous n'êtes pas d'accord pour aller travailler le dimanche à 2/3. Ce qui nous fait, dans le meilleur des cas, un tiers de schizophrène. Parce que c'est les mêmes qui, la plupart du temps... bon. Donc, les lois qui favorisent la schizophrénie, d'une certaine manière, très peu pour moi. Mais on comprend bien pourquoi. Parce que dans ce monde d'inquiétude, de bouleversement, même si on n'a pas besoin de prendre le bus en sortant de chez soi, on est content de savoir qu'il y en a un qui passe, parce que si jamais on avait besoin de le prendre, eh ben au moins on sait qu'on pourrait, et donc on est tranquille. Et ben c'est pareil d'une certaine manière pour les commerces du dimanche. On y va peut-être pas, ou alors on y va, mais en tout cas on voudrait pas y travailler parce que on veut bien avoir un service à disposition, mais si c'est pour le rendre soi-même, très peu merci. Donc il y a là une distorsion entre le consommateur et le salarié qui nous est apparue dangereuse. Quand la loi favorise une telle divergence de point de vue dans la même personne, selon qu'il est consommateur ou selon qu'il est salarié potentiel, ça veut dire, de mon point de vue, que la loi est quand même difficile à accepter. Monsieur Péria, sur ce point précis, est-ce que vous êtes d'accord ou en désaccord? Sur le plan philosophique, d'abord, il ne faut quand même pas exagérer. J'ai eu beaucoup de débats sur ces sujets, il y a longtemps d'ailleurs, avec toutes sortes de gens de toute nature, organisations syndicales ou autres. Il faut quand même pas, j'en ai eu avec des prêtres, vous voyez, il faut quand même pas raconter des histoires, il faut quand même pas dire que si les terrains de sport, sauf le sport-spectacle, sont vides, si les églises sont vides, si les familles sont divisées, c'est pas à cause des magasins ouverts le dimanche. On se cache derrière son doigt, on fait semblant, c'est du mensonge, enfin il faut quand même dire la vérité aussi. Bon, premier point. Deuxième point, les salariés, vous avez raison, c'est le cœur du débat, ça devrait être le cœur du débat, et la seule solution, c'est de leur donner des garanties suffisantes. Moi, j'ai négocié une convention collective, j'ai renégocié, parce qu'elle existait avant, mais on l'a renégociée il n'y a pas très longtemps, c'était à cheval sur 99 et 2000, où les salariés acceptant de travailler le dimanche sont d'abord payés double pour le dimanche, et deuxièmement, ont un jour de récupération. Alors ça, c'est une organisation un peu compliquée, un jour de récupération dans les 15 jours à cheval sur ce dimanche-là.
Dans l'ensemble, je crois pouvoir dire que sur des bases de ce genre, c'est pour ça qu'on a eu des signatures d'ailleurs, des bases de ce genre sont acceptables et la mise en œuvre de cette affaire n'a pas donné lieu à de vraies difficultés. Seulement, il faut quand même que l'engagement soit pris et il faut qu'il soit tenu. Alors ça, oui, bien entendu. Si les partenaires ne sont pas réguliers, bien sûr, ça donnera lieu à scandale. Permettez d'intervenir sur un point que vous avez traité. Est-ce que, comme commerçant, comme syndicaliste, il vous arrive comment dirais-je, de dire que l'Église ne vous comprend pas? Est-ce que vous avez, comment avez-vous pris les interventions du cardinal archevêque de Paris sur ce sujet, d'épiscopat français par exemple? Écoutez, j'ai essayé de ne pas les prendre. Voilà. Je ne voyais pas l'intérêt. D'abord, je suis une chétive créature et je ne voyais pas l'intérêt d'entamer un contentieux avec une personnalité infiniment plus éminente. Mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit la vérité. Je pense que moi, j'ai des enfants et des petits-enfants, mais parlons des enfants. J'ai des enfants qui sont très catholiques. Comme ils travaillent beaucoup l'un et l'autre, l'une et l'autre, ils ont effectivement très souvent des choses à faire le dimanche en matière de commerce. Et je ne crois pas que ça les ait jamais empêchés d'aller à la messe. Donc quand on me dit que c'est impossible, je pense que c'est vraiment, écoutez, si la chrétienté ne tient qu'à la concurrence, l'absence de concurrence d'un centre commercial, c'est plus la peine de la défendre, franchement. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le réponds, mais je ne veux pas en parler, c'est pas la peine que je rentrer dans des disputes que je trouverais déraisonnables de ma part. Voilà. Je vous ai répondu en tout cas. Oui, tout à fait, tout à fait. Sur la question des salariés, la rémunération double et la récupération, ce sont des éléments, enfin, pardonnez-moi, mais c'est sans doute aussi mon origine philosophe qui m'y conduit. Bien sûr que, à partir du moment où on considère que le dimanche n'est pas un jour comme les autres, qu'il a un statut particulier dans l'organisation du travail, puisque, en principe, c'est dans l'intérêt des salariés qu'il est donné. En tout cas, c'est le contenu d'un amendement que j'ai porté sur le texte de loi avec le président de la commission des affaires sociales, Pierre Méniory. Et c'est bien le sens de cette loi-là. À partir du moment où on va contre l'intérêt des salariés en ne leur accordant pas ce jour-là, parce qu'il n'est pas dit le repos dominical est donné un jour par semaine, il est donné le dimanche. Quand on ne leur accorde pas le repos ce jour-là, il faut des compensations, c'est justice. La grande question qui se pose, c'est on est dans l'ordre de la justice commutative, comme disent les spécialistes, c'est-à-dire on est dans un échange. Et le propre de la justice commutative, c'est qu'elle est juste lorsque ce qui est échangé a la même valeur. Qui peut dire si un jour de rémunération payé double plus un jour de récupération a bien la valeur d'un dimanche travaillé? Personne. Et là, il y a un problème de justice commutative. Elle est imparfaite souvent, j'en suis bien d'accord. Mais ça porte à réfléchir sur cette organisation du travail. Deuxièmement, je suis, moi, favorable à ces dispositions, bien entendu. Je comprends qu'on les ait prises et pour avoir dirigé moi-même des organisations de travail, je sais bien que si c'est pas le dimanche et le travail de nuit, il y a des tas de circonstances dans lesquelles on peut être amené à augmenter la rémunération pour des motifs parfaitement comparables. Ça existe partout. Tout à fait. Philosophiquement, c'est de même nature. Exactement. Maintenant, il y a quand même deux problèmes qui demeurent et que le texte ne résout pas complètement. Même pas le texte actuel qui est très proche finalement d'un point que Monsieur le Président Périlla et moi pourrions partager assez facilement. Le premier point, c'est que vous ne pouvez pas, dans l'état actuel des choses, généraliser le doublement de la rémunération pour le travail dominical. Ça n'est pas possible. Parce qu'il y a des tas de salariés qui travaillent dans des entreprises dans lesquelles le travail dominical fait partie du contrat initial et pour lesquels ce dimanche n'est pas payé double aujourd'hui. Et si vous voulez vous en convaincre, interrogez les salariés de la restauration. C'est le meilleur exemple. Ils ont une durée hebdomadaire du travail qui est encore supérieure à celle des autres parce que, la loi Aubry 2 ne s'est pas appliquée complètement dans leur univers de travail. Ils ne sont pas payés double dimanche. Et si vous expliquez à toutes les entreprises de l'hôtellerie, café, restauration qu'il va falloir payer double les salariés tous les dimanches à partir de demain matin, je vous garantis que vous allez faire des désastres. Ce sera un cyclone.
Donc, un des problèmes de cette disposition, à partir du moment où il n'est pas déterminé dans une convention collective, ce qui est aussi une indication peut-être sur la loi qu'il aurait fallu suivre plutôt que celle de la loi. Exactement. À partir du moment où ça ne figure pas dans un contrat social, au sens du contrat social du travail, c'est quand même très compliqué à généraliser. Que peut être une loi qui ne se généralise pas? Deuxième point, et puis je serai prêt... Quand même, M. Périga, là-dessus. Vous êtes d'accord là-dessus Ah oui, moi je ne parlais qu'au nom des gens que je représente. Je ne prétends pas... Mais vous savez, une usine à feu continu, une usine, on ne peut pas l'arrêter parce qu'autrement la remise en marche, bon, ça existait dès le début du XXe siècle, bien entendu. Et par conséquent, ça a dû être, ce type de travail a dû être pris en compte. Et effectivement, sans prétendre avoir une connaissance exhaustive du sujet, j'ai eu la curiosité de regarder. Apparemment, il n'y avait aucun avantage financier d'aucune sorte. Donc ce que je dis, alors c'est une... C'est une réponse qui n'est pas très satisfaisante pour l'esprit, mais ce que je dis, c'est que une des solutions consistait à dire ceux qui, jusqu'à présent, ne travaillaient pas le dimanche et auxquels la loi va permettre etc., ceux-là, il faudrait leur donner quelque chose de plus, parce que on revient au Code du travail, parce qu'on va changer les données basiques de leur contrat. On a embauché un individu, homme ou femme, et on lui dit « tu travaillais pas le dimanche, et maintenant tu vas être amené à travailler le dimanche, pas tous les dimanches, mais tel et tel dimanche ». On modifie son contrat de travail d'une façon substantielle. Et de cette façon-là, il est indispensable qu'il y ait une compensation. Alors, la compensation, vous avez raison de poser la question, celle que j'ai évoquée, est-elle suffisante ou pas? Au fond de mon cœur, je ne peux pas répondre. Ce que je sais, c'est qu'il y a des syndicats qui ont accepté, qui ont signé. Donc, dans le droit du travail français, si l'accord est signé, c'est quand même qu'il doit y avoir une acceptation relativement globale. C'est tout ce que je peux dire. Alors, monsieur le député, je voudrais que vous alliez jusqu'au terme de votre propos avec cette réserve que nous allons quand même vers la fin de cette première partie de notre rencontre et il va falloir... Il y a la deuxième question qui reste en suspens. Et je comprends, on est dans une justice imparfaite par nature, puisque la relation de travail relève en fait de la justice commutative, mais ne peut pas en relever complètement. Il est clair que rien ne peut compenser parfaitement le fait de prêter sa force de travail, même en échange d'un salaire si grand soit-il. On n'est jamais sûr de la compensation. Donc nous sommes conscients, tout le monde est conscient que cette compensation est imparfaite. Et qu'on est dans une justice pragmatique. La justice idéale n'étant pas de ce monde, il faut se contenter de ce pragmatisme-là. En revanche, le problème qui reste entier, même dans la version actuelle de la proposition de loi, c'est la question du volontariat des salariés. Parce que là, je suis désolé de dire qu'on n'est pas du tout dans une forme de justice dont on pourrait tolérer l'imperfection. De deux choses l'une. Ou alors, quand on veut faire reposer de l'équité sur le volontariat des salariés, alors ça veut dire qu'on est capable de s'assurer du fait que les salariés sont réellement volontaires, qu'ils le sont du début jusqu'à la fin, d'une volonté ferme et constante et droite, parfaitement éclairée, etc., etc., etc. C'est prévu dans le droit. Je vous ferai remarquer que quand vous allez dans le droit médical, dans le Code de la santé publique, on vous explique que avant qu'on vous fasse subir une opération, une intervention chirurgicale ou un protocole de soins, on réclame de vous que votre consentement soit libre, éclairé, qu'il soit ferme et constant, etc. Donc, par ailleurs, dans certaines circonstances, sur le plan éthique, on est capable de dire ces conditions. Malheureusement, il y a une certaine forme d'égalité entre le médecin et son patient sur le rapport du consentement qui existe peu dans le rapport qui relie le chef d'entreprise à son salarié. Et je connais beaucoup de cas dans lesquels, effectivement, les modalités du volontariat ont été respectées. Le chef d'entreprise a fait ce qu'il fallait. J'ai cité un exemple au début de cette émission tout à l'heure. Et j'ai eu en face de moi les salariés de ce même chef d'entreprise, le lendemain d'ailleurs, de la même entreprise, qui m'ont confirmé, documents à l'appui. Ils avaient aussi signé, les syndicats, dans le cadre du comité d'entreprise, des accords, donc tout va bien. Mais je pense à ces quelques patrons, quelques unités sans doute, quelques dizaines au pire, les syndicats diraient quelques dizaines de milliers, mais ça n'est qu'une question d'unité, ces quelques patrons qui, eux, n'ont pas du tout ce même souci du respect de la personne humaine au travail, et qui forceront le volontariat. Et qui vont mettre les salariés dans une situation, un peu inextricable, et ce qui fait qu'il reste dans ce texte malgré tout, même si j'en comprends encore une fois la nécessité, les possibilités d'aménagement, les modalités,
il restera que tant qu'il reposera, comme sur un de ses piliers essentiels, sur le volontariat salarié, il restera fragile, parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse jamais atteindre cet objectif-là. Oui, je suis assez d'accord avec le député, parce que il faut que le salarié, quand il rentre dans une entreprise, soit parfaitement informé des conditions dans lesquelles son travail va se dérouler. Il faut qu'il sache s'il doit ou non être amené à travailler le dimanche. Bon, il faut que ceci s'inscrive dans le cadre d'un accord négocié. C'est indispensable. Ceci étant, ce qui me paraît exclu, c'est qu'à chaque occasion, à chaque dimanche ouvert, aujourd'hui, vous savez, il y a 5 dimanches, à chaque dimanche ouvert, on ne va pas interroger la totalité des salariés pour savoir, chaque fois, pour savoir s'ils en ont envie ou pas. Sinon, l'organisation de la vie de l'entreprise devient absolument impossible. On ne peut pas gérer dans ces conditions. Il existe ce qu'on appelle dans le droit le pouvoir hiérarchique du chef d'entreprise. Il faut qu'il se manifeste. Sinon, et plus l'entreprise est grosse, plus c'est vrai, on verrait des systèmes s'écrouler sur eux-mêmes. Donc ça, c'est exclu. Alors, nous arrivons à la fin de cette première partie de notre rencontre. Et je vais vous demander, malheureusement, chacun en quelques phrases, de donner votre conclusion. On a dit tout à l'heure que le débat à l'Assemblée était ajourné. Je ne sais pas, est-ce que cet ajournement, Monsieur Périllat, tout à l'heure, vous aviez l'air de le déplorer, mais est-ce que, malgré tout, le débat qui a eu lieu a fait progresser les choses, et qu'est-ce que vous souhaitez dans un proche avenir? Écoutez, alors, je souhaiterais que les choses se terminent, bien entendu. En même temps, pour aller plus finement dans ma réflexion, je dirais que je ne suis pas mécontent que le débat soit reporté un peu. Je voudrais pas qu'il soit reporté sine die, comme vous l'avez dit, indéfiniment. Mais en revanche, qu'il soit reporté un peu, je n'en serais pas mécontent, parce qu'il faut laisser retomber le soufflet. Il y a beaucoup de nervosité, je trouve, à l'Assemblée nationale, mais pas m'ayant amené jusqu'au Sénat, j'ai constaté que nous aurions, je crois que vous connaissez certains sénateurs, m'a-t-on dit, la situation serait la même, sinon pire, et par conséquent, je crois qu'avoir un peu de temps, si ce temps est utilisé, si on se sert de ce temps pour travailler et rechercher des solutions qui aient une chance d'être majoritaires et d'être calmes. Très bien. Alors, voilà. Monsieur le député, est-ce que c'est votre sentiment aussi? Oui, c'est mon sentiment, parce que l'état du texte aujourd'hui, après les débats internes à la majorité qui ont eu lieu, les arbitrages qui ont été rendus, négociés avec le chef de l'État et le Premier ministre notamment, ont permis d'aboutir à un texte aujourd'hui que le groupe UMP, quasiment dans son ensemble, votera. Et le groupe Nouveau Centre, idem. Donc la majorité est prête à adopter le texte. Il y a quelques aménagements, mais qui sont des aménagements de modalité qui n'ont plus rien à voir avec le principe. Donc aujourd'hui, c'est satisfaisant. Nous craignons une forme de climat, parce que l'opposition a déboulé dans ce débat un peu tardivement. Ils étaient occupés à Reims pendant que nous traitions des questions des Bouches-du-Rhône et de Paris. Donc comme c'est pas le même endroit, ils ont sans doute pas regardé là où il fallait. Ils arrivent un petit peu, un peu en retard, donc il faut qu'ils se manifestent un peu. Donc tout ça va se calmer, puis on finira par adopter ce texte. Oui, c'est mon souhait. Alors merci. Merci nous arrivons au terme donc de cette première partie. Je donne rendez-vous aux téléspectateurs de KTO pour mardi prochain, où on traitera d'un tout autre sujet, lire la Bible entre lettres et esprit. Et voilà, et nous allons nous retrouver avec nos amis qui sont ici présents au Bernardin pour ouvrir ensemble un débat. Merci. Merci. Très bien. Merci. Merci beaucoup.